Voilà, vous êtes déjà là, j'espère. Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, donc, nous avons failli même ne pas avoir ce webinaire puisque le serveur sur lequel est placé, je ne sais pas comment on dit ça, ou hébergé, voilà, le système en question a planté vers 7h30, donc on était en grande panique, on est toujours en grande panique quelque part, mais il s'est rétabli heureusement. Alors, dites-moi ici si vous m'entendez, ici dans le bas dans le chat, donc on est un petit peu à la bourre à cause de cela, et on n'a pas pu faire des tests ni rien préalable, donc voilà, alors dites-moi ici en bas. Philippe Lefebvre, bonsoir. Si vous êtes, bonjour à tous, c'est... Voilà. Voilà, vous m'entendez, c'est formidable. Alors, bien. On va encore attendre quelques petites minutes, nous vous entendons très bien. Mais bonjour au nouveau. Très bien. Guy, je ne vous entends plus, c'était le... Guy Lux et Léon Zitrone à l'époque glorieuse d'Interville. Tout à fait. Alors, bien, alors Michel sera là, mais je l'introduirai tout à l'heure pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et je vois qu'il y a des nouveaux visiblement. Alors, on va encore attendre quelques minutes parce que normalement, il devrait y avoir une quinzaine de personnes qui se sont inscrites, une douzaine, quinzaine de personnes qui se sont inscrites. Donc, je suppose qu'ils vont arriver là derrière l'autre. Alors, en attendant, bon, moi je suis Éric Joie, bien sûr, c'est moi qui animerai ce soir et modérerai ce soir. Alors, pendant que Michel fera sa conférence. Alors, quelques petites consignes avant de commencer. Allez vous chercher de quoi boire, éventuellement de quoi manger, car nous allons en avoir normalement pour grosso modo, disons 1h30, peut-être un peu plus. Ça dépendra un petit peu des événements qui se passeront durant la conférence ici. Alors, si jamais tout à coup ça se plante, comme ça a planté tout à l'heure avant que vous ne soyez là, le serveur, qui sait, pourrait peut-être planter, mais c'est pas grave, alors on le refera demain soir. À ce moment-là, si en plein milieu vous avez pouf, the server is down, boum, ça pourrait arriver puisque c'est arrivé il y a moins d'1 heure. Bien, alors, autre chose, restez jusqu'à la fin, car ceux qui resteront jusqu'à la fin auront un cadeau qu'ils pourront télécharger, et cadeaux qu'ils n'auront jamais reçus pour la plupart. Donc, restez jusqu'à la fin, mais uniquement ceux qui resteront jusqu'à la fin. Bah oui. Alors, il y aura une possibilité, normalement, où vous aurez un replay d'ici, après le webinaire, quelques heures après, normalement. Sinon, vous pouvez me le réclamer. Alors, bonjour Denis aussi, bonjour Jean, bonjour Richard, tout ça c'est bien. Alors, nous aussi, on est ravis tous de vous voir, Richard y compris, bien sûr. Donc, on attend encore 2-3 minutes, 4. Allez, on va dire qu'on attend jusque 5 avant de lancer le jeu réellement. Donc, ça fait 1 minute, le temps que les gens puissent se raccrocher. Tant pis pour ceux qui ne se sont pas raccrochés, ils raccrocheront plus tard. Pour ceux qui ne sauraient pas, sur la fenêtre qui est sur la droite de votre écran, vous avez un icône chat qui permet d'intervenir par écrit. Ouais. Voilà. J'ai toujours, entre parenthèses, pour ceux qui étaient là il y a les 5 minutes syndicales, d'abord, le quart d'heure diplomatique. Et si on ajoutait les 5 minutes syndicales au quart d'heure diplomatique, ça fera long, ça sera 20 minutes, ce sera pas trop long, ce sera trop long. Bien, alors, eh bien, on va commencer, hein, puisqu'il est 20h05, j'avais dit 1 minute, on va commencer. Alors, Michel, bonjour à toi, je suis content de te revoir. Bonjour, bonsoir. Alors, bon, entre parenthèses, ah oui, tu sais, je te l'ai dit, quand j'avais fait une conférence sur Nurea TV mardi passé, il y avait 6000 personnes à assister à la conférence qui avait duré, c'était sur la cryptozoologie en général, qui a duré, tiens-toi bien, 2h20. J'ai tenu 2h20, ouais. Et le public, visiblement, a tenu aussi. Alors, il y aura une prochaine conférence sur le Bigfoot le 19 octobre, toujours sur Nurea
Nurea TV. C'est une TV uniquement sur Internet. Hein. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre à ce moment-là, on parlera du livre, on parlera d'autres choses, etc. Elle durera peut-être encore 2 minutes, 2h20, je n'en sais rien. Bien, alors Michel, maintenant ce soir c'est ta soirée, je vais dire, et donc je te laisse la parole, les commandes. Moi je vais répondre dans le chat, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser à Michel, vous les posez dans le chat et en fin d'exposé, eh bien, on verra toutes ces questions et on répondra à la majorité d'entre elles en tout cas. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de quoi, Michel? De voilà. Donc le 20-21 novembre, lors des rencontres cryptozoologiques qui auront lieu à Bruxelles, je parlerai des expéditions qui se sont lancées à la recherche de la mer Anthropoïde. Alors, il y a déjà un certain nombre d'années, j'avais présenté le dossier de la mer Anthropoïde. C'était à Dinan, je crois bien. Peut-être pas même. Ouais, ça devait. Non, je pense que c'était même à Angreux. Fort possible. Je n'ai pas vérifié, mais je peux vérifier. C'est aussi en Belgique. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui ne dans le sud, en Ardennes. Bon, là, je vais faire un petit rappel sur. Attendez, start présentation. Start. Là, ça devrait être OK. Donc, j'espère que tout le monde voit la présentation à l'écran sur la mer Anthropoïde. Donc, alors, la mer Anthropoïde, c'est un singe d'apparence anthropoïde, un peu comme gorille, chimpanzé, si vous voulez, mais qui, à la différence des anthropoïdes de l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique ou Asie, aurait été abattu, tenez-vous bien, en Amérique du Sud, d'où son nom d'Améranthropoïde, anthropoïde américain, et cela vers 1920. Je dis vers 1920 parce que la date est incertaine. Il y a 2 personnes qui sont principalement liées à cette histoire. C'est le géologue François Deloïs, suisse. Donc, il est né en 1892, 92 pour nos amis belges, et décédé en 1935 à Lausanne, également en Suisse. C'était un géologue qui a donc mené une expédition au Venezuela de 1917 à 1920. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'il a contribué à la découverte des gisements pétroliers qui auraient pu faire la fortune du Venezuela, mais bon, vous savez qu'il y a une hyperinflation. Bref. Et puis, deuxième personnage lié à l'affaire de la mer Anthropoïde, Georges Montandon. Alors, ça s'écrit sans S, hein, Georges. Donc, encore une fois, suisse, né en 1879 et mort en Allemagne le 30 août 1944. Alors, au cours de l'expédition géologique de François Deloïs au Venezuela, il aurait abattu un singe d'apparence anthropoïde dont on a une photo. Alors, la photo, je vous la montre, la voici. Donc, il raconte que il a ensuite juché l'animal sur une caisse. Alors, c'est le genre de caisse qui servait justement à transporter des bidons d'essence. Ce sont des caisses normalisées, on connaît parfaitement leurs dimensions. Et d'après lui, cet animal aurait mesuré 1,57 m, il n'aurait pas eu de queue, comme les singes anthropoïdes, mais à la différence de la plupart des singes sud-américains. Voilà, quoi, enfin, vous l'avez en photo. Cette photo, alors très souvent, en fait, la photo qui est publiée, c'est une photo qui est recadrée sur l'animal. On ne voit pas l'arrière-plan, si vous voulez. Bon, donc, cet animal a été décrit dans une revue scientifique par Georges Montandon, donc, qui était médecin à l'origine, qui a été explorateur et anthropologue. Il a notamment étudié les Aïnous de l'île Hokkaido au Japon. Il a étudié les populations d'Éthiopie, etc. Et puis ensuite, il va se fixer en France à la fin des années 20.
1920. C'est vrai qu'on est déjà en 2021. Et bon, vous allez voir ensuite son itinéraire. Et donc, il décrit la créature sous le nom de Ameranthropoides loisii en 1929, c'est-à-dire 9 ans à 12 ans après les faits, puisque je vous dis qu'on ne sait pas, même pas en quelle année aurait eu lieu l'incident qui a été rapporté par Deloïs. Donc, 9 à 12 ans après les faits, il décrit le singe, essentiellement d'après la photo et d'après ce qu'en dit François Deloïs, sous le nom d'Ameranthropoides loisii, donc l'anthropoïde américain de M. François Deloïs. Voilà, alors il publie ça notamment, Montandon, dans le journal de la Société des américanistes de Paris, en avril 1929. Bon, voilà. Et donc, d'après François Deloïs, donc l'animal aurait mesuré 1,57 m de hauteur. Problème, sur la photo que je vous ai montrée, il n'y a aucun élément de comparaison, mis à part la caisse, on va y venir, qui permet de définir la taille, ce qui est quand même un peu bizarre venant de la part d'un géologue qui était quand même censé être quelqu'un, je dirais, d'averti sur la rigueur méthodologique et entre autres la nécessité de mettre 1 mètre pour donner l'échelle. Bon, l'absence de queue, également rapportée par François Deloïs. Et comme la photo est prise de face, excusez-moi, je reviens 2 crans en arrière, vous allez voir, hein, 3 même, ben, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Ensuite, il nous dit que, excusez-moi, je reviens là, que le crâne, enfin, que l'animal dont possédait 32 dents, mais bon, il n'y a pas de photo des dents, et surtout, le crâne, tenez-vous bien, aurait été utilisé, c'est ce que nous rapporte François Deloïs, il aurait été utilisé comme boîte à sel par le cuisinier de l'expédition. Et évidemment, avec la chaleur, l'humidité, les os ont fini par se désagréger, quoi. Et puis, tout ça a été perdu. C'est ce que nous dit François Deloïs. Le problème, c'est que, en fait, rien ne permet de distinguer, en tout cas, ce singe de attelle. Alors, les attelles, ce sont des singes qu'on appelle aussi singes araignées, en raison de la longueur de leurs membres. Et attelle, et spécialement l'espèce, on peut même aller jusqu'à l'espèce Ateles belzebuth. Il y en a 4 espèces d'attelles en Amérique du Sud. Et qui est reconnaissable notamment au triangle blanc qu'il a au sommet de la tête, qui est typique de cette espèce. Et évidemment, notre ameranthropoïde possède cette caractéristique. Quant aux autres éléments, je vous dis, on ne peut pas les corroborer. Et en tout cas, pour ce qui est de la taille, c'est certainement pas 1,57 m, puisque les caisses, je vous dis, normalisées faisaient 52 cm de long. Alors très souvent, la taille, on a essayé de l'estimer à partir de la hauteur de la caisse. Et le problème, c'est que la caisse, vous voyez ici qu'elle est cassée, enfin il manque le bas. Donc en réalité, c'est avec la longueur de la caisse et non pas avec sa hauteur qu'il convient de faire des comparaisons. Et donc on voit que l'animal a à peu près 2 fois la taille la hauteur de la caisse. Donc 52 cm multiplié par 2, ça fait 1,04 m, ce qui est une taille, une belle taille, mais pas exceptionnelle pour un attelle mâle adulte. Voilà. Et donc, certainement pas 1,57 m, qui en aurait fait un singe à peu près aussi grand que, ma foi, qu'un chimpanzé, par exemple. Bien. Qui plus est, nous avons toute une série d'éléments qui permettent de se douter qu'il s'agit d'un canular de François Deloïs, et notamment un article écrit par François Deloïs lui-même. Alors, les anglo-saxons, le CCD, ils ne sont pas très connaisseurs, je suppose, donc souvent il est appelé Francis Deloïs,
FGS, Fellow of the Geological Society, membre de la Société géologique de Londres. Mais bon, donc c'est bien lui. Et il nous dit, voilà, un explorateur anglais, alors il n'est pas anglais, il est suisse, hein, mais enfin bon, découvre un énorme anthropoïde privé de queue en Amérique du Sud qui bouleverse toutes les théories acceptées sur l'évolution de l'homme. Et alors, l'article en question du Washington Post du 24 novembre 1929 de François Deloïs lui-même, excusez-moi l'expression, c'est à se taper le cul par terre, tellement que c'est comique, au premier, au deuxième et au troisième degré. Donc, il décrit notamment le singe qui se tape, alors avec les poings, en réalité, c'est le gorille, c'est avec le plat des mains, hein, avec les paumes, ça fait beaucoup plus de bruit, et c'est certainement pas avec les poings. Lui, il dit que c'est avec les poings, donc il s'est inspiré de l'image qu'on avait du gorille. Je précise qu'à cette époque-là, 1929, c'est l'époque où sortent les premières bandes dessinées de Tarzan, l'homme singe, etc. Il y a énormément de clins d'œil au BD-Phil averti dans cet article. Je vous dis qu'il vaut son pesant d'or ou son pesant d'épices venu d'Amérique du Sud, d'Amazonie. Alors, je finis sur le François Deloïs. Il est mort très jeune, à 35 ans, suite à la fois les fièvres tropicales qu'il a chopées pendant son expédition, parce que c'était peut-être un plaisantin, mais c'était véritablement un géologue. Il a publié pas mal d'articles de géologie, à la fois sur la géologie de la Suisse et du Venezuela, enfin, au cours de son expédition. Et ensuite, je vous dis, il est mort des maladies tropicales qu'il avait contractées, et puis aussi de la syphilis et quelques autres maladies vénériennes qu'il avait également contractées lors de cette expédition. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Quant à Georges Montandon, dont je vous ai parlé, eh bien, c'est lui qui avait les fameuses théories qui auraient bouleversé toutes les théories sur l'évolution de l'homme. Georges Montandon était un adepte d'une théorie sur les origines de l'homme complètement farfelue, et ça mériterait en soi, je dirais, tout un développement. Il appelait ça l'hologenèse ou hologénisme. Il estimait qu'une espèce animale n'apparaissait pas dans un endroit particulier et puis se diffuser dans le reste de la région, voire dans le monde. Non, pour lui, la même espèce apparaissait simultanément aux quatre coins du monde. Donc, pour ce qui était des singes anthropoïdes, il était nécessaire qu'il y ait en quelque sorte un singe anthropoïde sud-américain. Et donc, c'était à point nommé, c'est Montandon lui-même qui l'écrit, hein, ça venait en renfort de son hypothèse, donc de sa théorie de l'hologénisme. De ce fait, Montandon était un raciste ultra, puisque pour lui, on pouvait parfaitement appartenir à la même espèce humaine, mais comme on venait d'ailleurs, ça justifiait à ses yeux, de Montandon, le racisme effréné dont qu'il a commencé à manifester, je dirais, peut-être au début des années 30, voire un peu plus tôt, 28, 29, après avoir été très curieusement un membre du Parti communiste helvétique, suisse, et après avoir collaboré à l'Humanité, journal du Parti communiste français, et à Clarté, l'organe théorique du Parti communiste français. C'est-à-dire qu'il était au début un bolchevique convaincu et redoutable, hein. Et puis il est passé avec armes et bagages pratiquement
peut-être, je ne dirais pas du jour au lendemain, je n'en sais rien, mais en tout cas extrêmement rapidement, de l'extrême gauche communiste, bolchevique, à l'extrême droite fasciste. Vous allez voir comment. Alors, petit intermède cinématographique. Donc, un film de français, bien que le réalisateur soit américain, Joseph Losey, film de 1976. Alors, je vous donne les acteurs. Donc, Alain Delon, Jeanne Moreau, Jean Bouise, pardon. Il y en a qui ont trouvé le film? Oui, non? Dans le chat? C'était une Pardon, question. oui, 43 ans au lieu de 35 ans, excusez-moi, Ouais. autant pour moi. Ouais. C'était une question que tu posais, de quel film il s'agissait? Oui, alors le film, non, personne trouve. Non. On continue. Voilà. Et bien, c'est Monsieur Klein avec Michael Lonsdale, Gérard Jugnot qui était tout jeune à cette époque. Et alors, bon, tout cela, c'était des acteurs français, et un acteur belge, Jacques Maury. Alors, Jacques Maury, pourquoi Monsieur Klein? Ben oui, Armand Jamin, Monsieur Klein, oui. L'action se déroule à Paris en 1942. Il va y être question de la fameuse rafle du Veldiv. Et le film s'ouvre, c'est les 10 premières minutes du film, bon, je ne vais pas vous les montrer, mais c'est au générique apparaît ce fameux Jacques Maury, acteur belge, qui est décédé depuis, le professeur Montandon. Et ce professeur Montandon, c'est pas du tout imaginé, hein, c'est l'auteur du scénario, le scénariste, s'est directement inspiré des expertises ethno-raciales faites par le professeur Georges, plutôt docteur d'ailleurs, Georges Montandon. Vous voyez d'ailleurs que physiquement, ils ont choisi un acteur qui ressemble à Montandon, avec ce nez allongé, etc., qui faisait donc, pendant l'occupation allemande à Paris, des expertises ethno-raciales visant à déterminer si une personne était, selon Montandon, juive ou non juive. Et là, je vous montre, dans le film, le script est mot pour mot inspiré des comptes rendus d'expertise. Alors, il faut mettre 8 guillemets de chaque côté, hein, expertise, de Montandon, qui sont conservés au Centre de documentation juive contemporaine, qui aujourd'hui s'appelle le Mémorial de la Shoah. Pour la petite histoire, j'étais allé visiter j'avais eu accès aux archives Montandon qui y sont conservées. Le 15 septembre 2001, c'est-à-dire 4 jours après les fameux attentats du 11 septembre, déjà en temps normal, pour y entrer, il faut montrer patte blanche, il y a des mesures de sécurité exceptionnelles qui sont prises. Vous imaginez 4 jours après les attentats du 11 septembre du World Trade Center, là c'était encore pire. Bon, mais donc, voici par exemple, un des comptes rendus d'expertise ethno-raciale payant. D'ailleurs, à la fin de l'expertise dans le film Monsieur Klein, la dame qu'il a décrétée comme juive, et donc ça va lui valoir un billet aller simple pour les camps de la mort, hein, en clair. Elle lui demande combien je vous dois, puisqu'il faisait payer ses expertises. Mais bon, si on était suffisamment fortuné, il se laissait acheter pour être décrété non juif. Donc là, vous voyez, bien sûr, tout ça est complètement délirant. Oui, oreilles plutôt grandes, lèvres moyennes, etc. Et alors donc, l'allure générale est celle d'un individu de race alpine dans lequel entrerait, etc. En conséquence, le sous-signé estime que l'examiné doit être considéré comme non-juif. Je vous fais grâce à ceux qui le considéraient comme juif et qui, effectivement, donnaient un aller simple pour les camps de la mort. Vous avez ici un article du 5 août 1941 qui est involontairement comique, puisque on titre notamment que la victoire finale du Reich sur l'URSS est déjà assurée. L'histoire a montré que c'était plutôt l'inverse.
Et donc, sur la même page, enfin à la une, un article de Montandon, comment reconnaître les Juifs, qui est, alors, c'est un summum de racisme et d'antisémitisme, certes. Alors, on me dirait, mais bon, ne pratiquons pas l'amalgame, c'est l'expression à la mode. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mère anthropoïde? Mais justement, c'est Montandon lui-même qui, dans les écrits, attendez, je reviens un peu plusieurs, dans notamment son journal de la société, dans le journal de la Société américaniste de Paris, qui fait la relation entre sa théorie sur les origines de l'homme, qui justifie justement qu'on élimine certains individus ou certaines populations entières, puisqu'il préconisait notamment, c'est ahurissant, il préconisait pour les hommes la castration, voire la mise à mort, les juifs, et pour les femmes, alors il disait comme en général on est moins méchant entre guillemets avec les femmes qu'avec les hommes, il préconisait pour elles seulement, tenez-vous bien, de couper le bout du nez des femelles juives. Je cite mot pour mot. Donc, et tout ça donc lié à sa vision du monde et des origines de l'homme, dans lequel il l'écrit lui-même, la découverte de la mère anthropoïde, qui était en fait un canular, mais bon, visiblement, il ne le savait pas. La photo a fait impression. Même Bernard Wellman s'est laissé impressionner, je dirais, par cette photographie, puisque au tout début de son ouvrage sur la piste des bêtes ignorées, il reproduit la photo de la mère anthropoïde, auquel il consacre un chapitre entier, et en étant convaincu qu'il s'agit d'un singe anthropoïde sud-américain. Et il écrit la seule bête, 1955, la seule bête ignorée dont on possède une photographie à l'époque. Oui, mais la photographie, c'est celle de Natel. Voilà. Donc, et pour terminer, alors notre Georges Montandon, eh ben, en fait, vous ne serez pas étonné qu'il a été victime d'un attentat de la résistance à Clamart le 3 août 1944, c'est-à-dire quelques jours avant la libération de Paris et de la région parisienne. Donc, il a été gravement blessé. Il a été, il est parti en Allemagne avec les débris de la collaboration, si je puis dire, donc Pétain, Laval et compagnie. Et il est décédé, j'ai pu retrouver son acte de décès, le 30 août 1944 à l'hôpital de Fulda, en Allemagne. Donc, voilà pour le terrible docteur Montandon et la mère anthropoïde de Loïs, qui lui était simplement qui aimait comme moi d'ailleurs, j'aime beaucoup plaisanter, vous avez déjà eu quelques exemples depuis le début de ma présentation. Alors, sauf que je ne fais pas de canular, enfin je ne pense pas. Donc, la mère anthropoïde, un canular qui servait en plus les idées racistes de Montandon, mais figurez-vous que ce canular a provoqué d'autres canulars par voie successive, et notamment un certain Roger Courteville. Alors Roger Courteville, c'était un explorateur, un ingénieur français, mais qui a été un peu explorateur, puisqu'il a fait en 1924, je crois bien, la première traversée de l'Amérique du Sud, d'est en ouest, donc de Buenos Aires à Lima, au Pérou, en voiture. Alors bon, c'était digne des grandes expéditions comme la croisière noire ou la croisière jaune. Hein. C'était un exploit considérable à l'époque. Mais visiblement, ça ne lui suffisait pas, donc il va s'inventer des histoires rocambolesques, avec notamment cet article du 2 octobre 1931 où il raconte que lors de une de ses pérégrinations en Amérique du Sud,
il va rencontrer un Canadien qui aurait rencontré un homme singe, et c'est évidemment inspiré largement de la mère anthropoïde de Loïs. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que vous avez le dessin qui est fait par, par Courteville, qui est exactement démarqué de celui de la photo prise par François de Loïs vers 1920. Donc là, on est vers 1929 ou 30 ou 31, on ne sait pas très bien. En tout cas, donc, voilà un canular qui en entraîne un autre. Vous voyez qu'il y a même le bâton pour tenir, dresser la créature, et les plants alors, ce sont d'ailleurs des plants de bananier. Je vous précise que selon François de Loïs, l'incident se serait produit dans une zone de jungle, quoi, totalement inexplorée. Le bananier, c'est une plante dite anthropique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de l'homme pour... Voilà. Et donc, on se demande pourquoi des plantes de bananier poussent au cœur de la forêt vierge. Non, c'est que ça a été tourné, photographié en pleine civilisation. Je sais même où ça a été photographié, à Mene Grande, donc à une bonne distance de l'endroit, toujours au Venezuela, mais à des dizaines et des dizaines de kilomètres de l'endroit où ça serait soi-disant passé. Voilà. Donc, je passe rapidement. Alors, comme si ça ne suffisait pas, Roger Courteville va récidiver. Le terme n'est pas trop fort quand il s'agit de canular. Donc, on va un article de Roger Courteville dans la revue Caliban en 1951 et son livre avec les Indiens inconnus de l'Amazonie, où il va donc revenir à la charge, mais ce coup-ci, ce n'est pas un Canadien qui aurait fait l'observation, c'est lui-même, Courteville. Et alors toujours avec ce coup-ci, il va mettre une photographie, c'est plus un dessin, et comme vous le voyez, la photographie, en fait, il a fait du copier-coller avant l'heure, puisqu'il va découper les bras de la photo de la mère anthropoïde, les mettre en position redressée, effacer le bâton, effacer tant qu'à y être le sexe de l'animal, et derrière faire un montage photo pour mettre l'animal devant en fait un paysage végétal, quoi, un paysage de forêt. Donc Photoshop ou PaintShop Pro avant l'heure, copier-coller, voilà. Ouais. Alors tant qu'à y être sur les expéditions, le même Roger Courteville, décidément en grande forme, il écrit que en 1938, vous voyez, le docteur de Barle rencontra un autre de ces hommes singes dans la même région, c'est-à-dire au Venezuela, et cette découverte fit l'objet d'une communication officielle. Bon, ça c'est dans son livre. Bernard Wellmans a repris l'information sur la piste des bêtes ignorées en 1955, justement dans le chapitre qu'il consacre à la mère anthropoïde. Et donc à propos de cette observation du docteur de Barle en 1938, il écrit « Vivement intéressé, j'avais écrit à M. Courteville pour recueillir de plus amples renseignements. Il s'était contenté de me faire savoir que le docteur de Barle avait dû faire sa communication à l'Académie de médecine vers 1946. » Alors Wellmans cherche dans les annales de l'Académie de médecine et il ne trouve rien. Donc j'écrivis une nouvelle fois à M. Courteville pour lui demander de me fournir un renseignement permettant de remonter à la source de l'info. Cette fois, il me fit savoir qu'il avait communiqué ma lettre au docteur de Barle et qu'il se ferait un plaisir de me faire sa connaissance. Bon,
Après quoi, je n'ai plus de nouvelles ni de l'un ni de l'autre. Je devais apprendre beaucoup plus tard par un tiers que le docteur de Barle, en l'occurrence une dame, donc Madame de Barle, habitait Paris et qu'elle aurait consacré sa thèse de doctorat au problème de la mer anthropoïde. De plus en plus alléché, je recherchais l'adresse de cette dame dans l'annuaire et lui envoyais une longue lettre en la priant au nom de la science de m'éclairer. J'attends toujours sa réponse. Comme ça, c'était en 1955. À la fin de sa vie, Bernard Wellmans avait confié toutes ses archives au musée cantonal de zoologie de Lausanne, en Suisse, et je m'y suis rendu en 2001 pour consulter quelques dossiers, et notamment celui consacré à la mer anthropoïde, ou en tout cas aux humanoïdes velus d'Amérique du Sud en général, et pour savoir s'il avait progressé sur cette histoire du docteur de Barle. Eh bien non, rien. Donc il n'avait pas progressé. Donc j'ai été un peu déçu sur le coup, puis je me suis dit qu'en fait, non, c'était un vrai challenge. Là où, pratiquement pendant 50 ans, il n'avait pas pu le trouver, peut-être que j'arriverai à trouver, moi, avec les techniques modernes et notamment Internet. Et j'ai eu l'idée, de retour de cette visite à Lausanne, donc en 2001, de consulter le fichier heureusement informatisé et donc accessible depuis Internet de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris. Alors aujourd'hui, elle s'appelle Bibliothèque interuniversitaire de santé, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, donc, bref, je me connecte au catalogue en ligne et je tape Barle. Et là, je trouve trois réponses, pardon. Et notamment, alors les premiers, c'était non pertinent comme réponse. Et là, je vois Pavio de Barle, Olga E, 1945. Oh, tiens, c'est possible. Donc, je clique là-dessus. Et que vois-je? L'affiche qui apparaît à l'écran, Pavio de Barle, Olga Eugénie, sur la piste du pithécanthrope, c'est-à-dire exactement le même titre que l'article de Gringoire de 1931 de Roger Courteville. Paris, thèse de médecine 1945, numéro 499, dactylographié, 56 pages. C'était ça. C'était pas 1946, c'était 1947. Et je comprends que Bernard Wellmans n'ait pas pu trouver cette thèse de doctorat, puisque dans le fichier, à l'époque manuscrit qu'il avait consulté, c'était classé non pas à Barle comme à B comme Barle, mais à P comme Pavio de Barle. Mais moi, aujourd'hui, l'informatique se rit des indexations par alphabétique ou autre. Le fait de taper Barle, le fichier informatisé me sort tout ce qu'il a avec Barle, que ce soit en premier mot ou Pavio de Barle, ou tout ce que vous voulez. Ou même Barletta, Barolitanus, enfin bon. Et donc, alors par contre, ça c'était depuis Internet, je n'avais pas accès à la thèse en question. J'ai dû, quelques temps après, me rendre à la bibliothèque interuniversitaire de médecine et consulter sur place la thèse de Madame Pavio de Barle, qui là aussi, elle ne restera pas dans les annales de la médecine. Hein, c'est franchement une balade au Venezuela avec son mari, pour le doctorat en médecine. Bon, alors je ne sais pas, c'était peut-être l'euphorie de la libération, puisque elle a été éditée juste après le 21 juin 1945, donc c'était pratiquement la fin de la guerre, et présentée et soutenue publiquement. Donc, on retrouve les dessins faits par Roger Courteville. Donc, je ne m'enlèverai pas de l'idée que c'est un canular, encore une fois, de A à Z, inspiré de loin par la mer anthropoïde. Quoi qu'il en soit,
puisque, oui, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que vous retrouvez dans la thèse de doctorat de Olga Eugénie Pavieux-de-Barle son observation qui est exactement c'est encore une fois, c'est du copier-coller alors on ne sait pas qui c'est qui a inspiré l'autre, mais c'est exactement quasiment les mêmes textes et c'est aussi ubuesque l'un que l'autre, ou l'une que l'autre. Voilà. Donc, pour nous résumer, la mer Anthropoïde est un canular concocté par François Deloïs, ce n'est que la photo d'un simple attel. Ceci dit, il servait les idées ultra-racistes de Georges Montandon. C'est pour ça que parmi les centaines d'articles publiés par Montandon, qui sont quasiment tous des articles sur des pamphlets racistes, des articles racistes, je vous en ai montré quelques-uns, sans compter les expertises ethno-raciales pour le compte du Commissariat général aux questions juives, du sinistre Darquier de Pellepoix, dont il était le Montandon, l'expert ethno-racial. Il n'a jamais publié que une dizaine d'articles autres que cela zoologiques. C'est sur quoi? Sur la mer Anthropoïde. Donc posez-vous la question. Et donc ça a suscité de nouveaux canulars par Roger Courteville que vous venez de voir. Donc les expéditions à la recherche de l'anthropoïde que je commenterai en novembre. Excusez-moi, mais elles partaient avec un lourd handicap parce que partir à la recherche d'un animal inconnu, qui est là, je dirais un peu le Graal de la cryptozoologie, c'est déjà difficile de ramener des indices probants à l'issue d'une expédition, à plus forte raison l'animal complet. Mais concernant la mer Anthropoïde, là, on part avec, on est sérieusement lesté, c'est la course handicap, puisque l'animal lui-même n'existe pas, puisque c'est un canular, et deux, vous verrez, pour ceux qui viendront à Bruxelles, que comment dirais-je, les différentes expéditions ont été menées soit en dépit du bon sens, ou en tout cas avec des erreurs méthodologiques de débutants. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer la publicité, Eric. Je vais voir. Sinon, je partage mon écran. Attends, non, on va voir. Je ne sais pas si c'est possible de mon côté, puisque ce sont des fichiers. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose ou bien Michel, essaye quand même de le partager au cas à tout hasard. À tout hasard, essaye de le partager. Top slide. Voilà. Non mais bon, je vais faire le truc là. Turn screen. Écran complet. Partager. De toute façon, les gens peuvent le télécharger. Non, mais attends, je vais montrer. Oh là, qu'est-ce que c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est pas, ça c'est non, ça c'est rien à voir avec ça, rien à voir. Attends, mais là, vous voyez moi quelque chose là? Oui, moi je vois en tout cas. Tu vois quoi? Moi je vois des enfants. Bon, oui, c'est ok. Alors attends, hop, tac. Choisir son forfait, c'est compliqué. Pas chez Red, il n'y en a qu'un. Alors, pourquoi tout ne serait pas aussi facile? Comme désigner un suspect. Mais, quand il n'y en a qu'un, tout devrait être aussi facile que Red. À Noël, 60 gigas, 12 € par mois au lieu de 15 €, sans engagement. À Noël, 60 gigas, 12 €. Attendez, hop, je reviens en arrière, excusez-moi. Hop, zut. Vous avez vu? Ah mince, non, c'est bon. Hop. Alors, top. C'est bon, vous avez vu? Qu'est-ce qu'on devait voir? Vous l'avez pas vu? Si, la pub pour une connexion, c'est ça. Oui, mais surtout.
comme dans les films policiers, Voilà, une ce qu'on appelle identification. le tapissage, Exactement, le tapissage. qui consiste à montrer des suspects. Sauf que là, bon, la pub, c'est SFR. Je ne fais pas de la publicité pour SFR, puisque certains le savent, j'ai travaillé chez Orange, donc je serais malvenu de faire de la publicité pour SFR. Mais j'ai trouvé marrant cette publicité parce que il y a, bon, ils disent, chez nous, c'est très simple. Ça serait comme, pourquoi, enfin, c'est comme choisir un suspect quand il n'y en a qu'un, quoi. Et donc, le tapissage, là, il y a un seul suspect qui, en plus, a le sac jaune de la dame qui est tout habillée de jaune. Et elle dit, ah ben c'est lui, hein, j'en suis sûr. Alors, ça fait rire tout le monde, mais curieusement, il semblerait que certains cryptozoologues perdent tout esprit critique et tombent dans le panneau avec cette erreur de débutant qui consiste, combien de fois on l'a vu, à montrer aux témoins supposés un seul repère iconographique ou photographique. Et évidemment, le témoin dit, ben oui, c'est ça. Non, la bonne méthode, c'est de montrer ce qu'on pense être la bonne réponse, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, il vaut mieux être carrément neutre, et montrer plusieurs, et même je dirais de nombreuses photos ou de nombreux dessins représentant tel ou tel animal, et demander aux témoins, ben, ça ressemblait à quoi parmi tout ce que je vous montre. Voilà, et donc l'erreur communément faite par beaucoup de cryptozoologues de terrain, c'est de montrer une seule photo. Et là, dans le cas de la mer anthropoïde, alors en plus que je vous dis que c'est un canular, mais en plus, plusieurs expéditions vont faire cette erreur de débutant de montrer la photo de la mer anthropoïde et uniquement elle à des observateurs supposés et qui vont dire oui, ça ressemblait à ça, sans ça. Alors évidemment, dans criminologie, n'importe quel avocat vous dit mais attendez, ça n'a aucune valeur votre tapissage là. Voilà. Ok. Ouais. Alors, Michel. Je reviens sur le chat. Je ne sais pas s'il y a des Magraner montrait plusieurs représentations d'hommes préhistoriques dans mer anthropoïdes. Oui, ou même pas seulement, même d'hommes atteints d'hypertrichose, c'est-à-dire d'ours, j'en passe des meilleurs, et même des ours, des gens roches, absolument. Et non seulement tu dis montrer plusieurs, c'était pas plusieurs, c'était une centaine. Oui, on écrit vite hein, dans le chat. On n'a pas non, mais voilà. Alors, pour rappeler, je fais une parenthèse parce qu'il y a des nouveaux ici qui connaissent peut-être pas. Jordi Magraner était un zoologiste d'origine catalane, mais travaillant en France. Moi, je l'ai rencontré un peu dans les années 90. Eh bien, qui s'est intéressé pendant plusieurs années au Barmanou, qui est l'équivalent de l'Almastie du Caucase, si l'on peut dire. Donc, une espèce de yéti, je mets ça avec beaucoup de guillemets autour, parce que ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on a de yéti. Et le chitral, c'est le nord du Pakistan, vers la frontière de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, il s'était intégré tellement bien dans les populations qu'il parlait les dialectes locaux, qu'il s'habillait comme eux quand il était là. Cette trop grande proximité, je vais dire, de ces tribus et de ces peuples lui a coûté d'ailleurs la vie, puisqu'il a été assassiné en 2002, c'est ça, hein, c'est en 2002. Il a été égorgé simplement par des fanatiques musulmans, parce qu'on l'accusait, à tort bien sûr, de vouloir propager le catholicisme et le christianisme dans ces régions, ce qui n'était absolument pas son centre d'intérêt. Lui, c'était recueillir des témoignages et pouvoir identifier ce que pouvait être ce fameux Barmanou en question. Voilà, pour situer un petit peu Jordi Magraner, qui est mort très jeune, il avait 42 ans, je crois déjà, à l'époque. Donc, voilà. Et ses recherches sont restées pour le moment au stade non achevé, puisque plus personne n'y est retourné. Surtout que tout est resté là-bas, hein, les oui, en plus. documents, matériels.
Ouais. Donc, oui, je lis les. Je reverrai Monsieur Klein sous un autre angle désormais. Oui, sans doute. Laurent de Maury, la castration, les boules. Excellent. Ouais. Oui. Donc, Richard Goldstein, je me suis souvent demandé si Bernard Heuland croyait vraiment à tout ce qu'il écrivait. Bonne question. Jean Palaisie, ayant visité le muséum de Monaco au milieu des années 70, la mère anthropoïde était citée comme un des genres de singes anthropoïdes. Oui, et alors encore mieux, au musée de l'homme à Paris, jusque peut-être bien les années 50, il y avait en exergue à l'entrée les 4 singes anthropoïdes. Alors les 4, pourquoi? Il y avait le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan et la mère anthropoïde. Et c'est à la demande de comment s'appelait-il? Qui était qui a été un des grands noms du musée de l'homme, Jacques Soustel. C'est à la demande de Jacques Soustel, résistant gaulliste, et puis après, ensuite, il a été en opposition avec De Gaulle lors de la question algérienne, puisque ça a été, Soustel est devenu un partisan de l'Algérie française. Mais donc Jacques Soustel, qui avait été résistant, savait parfaitement le rôle joué par Montandon, et donc c'est Jacques Soustel qui a demandé personnellement qu'on enlève la mère anthropoïde, et puis après, ensuite, les 3 autres sont partis aussi. Les 3 autres singes, vrais singes anthropoïdes. Il est fort ce Courteville, ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? En tout cas, face à de telles idées, je ne peux qu'être en rupture avec Montandon. Oui. Je vois une pub, j'ai téléchargé, oui, d'accord, SFR. Affiche de Usual Suspect. Ben oui, parce que justement, dans Usual Suspect, là, il y en a 4 qui sont sur l'affiche. 4 ou 5, non, je crois que c'est 4. Voilà. Magraner montré, oui, on l'a dit, en fait, une centaine de représentations diverses et variées. Laurent de Maury, en Amérique du Sud, il me semble que des hominidés ou primates bipèdes sont signalés. Oui, affirmatif, oui. Mais peu d'études existent sur le sujet. Oui, il faudrait tout revoir. Le Mapinguari au Venezuela. Le Mapinguari, c'est au Brésil. Ouais. Au Venezuela, le oui, le Yoshil en terre de feu. Oh, il y a des connaisseurs. Absolument. Mais le Mapinguari est aussi signalé comme étant éventuellement un paresseux géant, survivant. Bon, ben voilà, c'est un peu flou. Hein. Alors, il y a un ornithologue brésilien, enfin américano-brésilien, David Owen, qui avait publié 2 articles dans des revues scientifiques d'ailleurs sur ses expéditions à la recherche du Mapinguari du Brésil. Et il estimait qu'il s'agit là en fait d'une sorte de paresseux terrestre géant, éventuellement parfois bipède. Mais là, mais on n'entrera pas ici, mais on a vu. Le Yoshil en terre de feu. Toi et moi, sur le Mapinguari, on a vu une conférence il y a quelques années en Corse de Éric Buffetot, de notre collègue, démontant cette hypothèse, théorie en question. Quoi. Enfin bon, j'essaie d'avoir toujours Éric au colloque, mais. Alors je l'ai vu moi il y a quelques jours, puisqu'il y avait à Paris, j'ai fait un rapide aller-retour à Paris, et donc il y avait les 10 ans de la revue Espèces, dans laquelle j'ai publié quelques articles. Et à cette occasion, il y avait notamment Éric Buffetot, paléontologue qui est assez ouvert à la cryptozoologie. D'ailleurs, il a écrit un article, un livre entier, pardon, sur la cryptozoologie. Bien. Et donc, comme il fait partie du comité de rédaction
Si mes 3 articles sont passés avec, éventuellement quelques retouches à faire par-ci par-là, c'est qu'on peut parfaitement publier de la cryptozoologie de bon niveau, bien sûr, en tout cas dans la revue Espèce, puis dans d'autres aussi où j'ai publié. Voilà. Bien. Je vais te laisser la main. Tout à fait. Bonjour à tous, merci. Le Douane. Bon, Richard nous dit, avec les prouesses technologiques actuelles en cinématographie, je rêve d'un grand film sur le Yeti ou le Bigfoot. Des infos là-dessus. Alors, c'est un film de fiction ou bien c'est un film documentaire que Richard attend? Ah oui. Alors, pour les films de fiction, il y en a quelques-uns, hein, mais pour les documentaires, ça devient rare. Enfin, ils sont rares. Voilà, hein, en tout cas, et donc si vous avez l'occasion pour certains de voir ou de revoir le film remarquable de Joseph Losey, Monsieur Klein, un des meilleurs rôles d'Alain Delon, parce que d'habitude il a joué aussi dans des films plus ou moins contestables, largement commerciaux, mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais là, c'est sans doute avec le samouraï de Melville, c'est sa plus belle composition, enfin le rôle le plus remarquable qu'il ait jamais fait, à mon avis. Et donc, si vous avez l'occasion de voir ou de revoir ce film, les 10 premières minutes, pensez à Montandon, qui justement fait une expertise ethno-raciale qui est dont le texte, le script est mot pour mot, je vous dis, ce que j'ai pu lire moi dans les comptes rendus d'expertise qu'il faisait à l'époque et qui sont conservés au mémorial de la Shoah, donc à Paris. Voilà, merci en tout cas. Très bien, Michel. Donc, je te laisse la main. Oui, nous, on va se revoir. Donc, effectivement, on va se revoir. Attendez, c'est pas tout à fait cela. On va se revoir. Je reviens. Voilà. Nous, on va se revoir donc en mois de novembre. Michel, d'ici là, on aura sans doute encore des échanges scripturaux. Jean Roche est déchaîné là. Il nous cite tous les humanoïdes velus d'Amérique du Sud. Jean Roche et Jean, tu auras ton temps de parole. Tu auras ton temps de parole la semaine prochaine. Les Marie Cochis de Percy Fawcett. Voilà. Oui. Alors, Jean. Calme-toi un petit peu parce que tu auras ton tour de parole la semaine prochaine. Bye bye. Allez, au revoir Michel. Oui, Jean, oui, puisque la semaine prochaine, nous aurons une conférence avec Jean Roche sur le Yéti et les alpinistes. On verra de quoi il parlera pendant ce temps-là. Et donc, tu peux te calmer un petit peu ce soir. Tu auras le temps de te déchaîner lundi prochain à 20h comme cette année. Alors, je vous avais appris que Michel viendrait à notre prochain colloque. Effectivement, nous organisons un prochain colloque le 20 et 21 novembre 2021. C'est à Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles? Parce que nous l'avions fait dans le sud de la Belgique, mais on a décidé cette fois-ci de remonter sur Bruxelles, plus facile d'accès peut-être. Alors, en quoi va consister le colloque? Alors, grosso modo, voici l'horaire, le programme. Le samedi 20, nous avons Michel Rénal, l'après-midi. Ensuite, Adèle David. Michel parlera de la baleinerie, c'était la conférence de la semaine passée. Adèle David, c'était il y a 15 jours, le tigre de Tasmanie. Nous avons également Marcus Matthews, du moins je l'espère, parce que ça me semble être une personne un peu spéciale, mais de plus, on verra quelles seront les possibilités pour les Britanniques d'accéder à l'Europe. Parce que s'ils viennent pour un week-end, ils doivent avoir 15 jours de quarantaine ou 10 jours de quarantaine, ça va poser un problème. Donc, on verra à ce niveau-là. Si uniquement le pass sanitaire, la preuve de leur vaccination est exigée, ce sera facile à ce moment-là. Ou du moins un test PCR, ce sera facile à ce moment-là. Donc, ça nous verrons un petit peu et nous y travaillons. Même chose pour Adèle qui vit à Édimbourg, même si elle est française, elle vit à Édimbourg. On verra de la façon dont elle pourra venir. Ce serait embêtant d'ailleurs qu'elle ne vienne pas ou que Marcus ne vienne pas.
De même pour Charles Parkston, qui vient de l'université St Andrews en Écosse. Il viendra nous parler des médias et du monstre du Loch Ness, des nouvelles statistiques. Ça ne veut pas dire que le monstre existe, c'est pas là le propos. Ça veut dire simplement, il fait des études à ce sujet-là. C'est un statisticien en même temps qu'un océanographe. Alors, nous aurons Jean Roche qui nous parlera du Yéti et des alpinistes. Alors, chaque fois, ces conférences seront en traduction français et anglais. Et inversement, bien sûr, si elle est en français, la traduction sera en anglais et inversement. Alors, on arrive au dimanche et le matin, nous aurons Jean-Louis Maurette qui va, qu'on entendra d'ici 15 jours, sur le même jour, à la même heure, qui nous parlera justement du fameux Almasty, qui serait le pendant du Barmanu, ou Barmanou, qu'étudiait Johnny Magraner dans les années 1990 pour les Français. Alors, pause café, Michel Renard reviendra avec justement les expéditions sur la piste de la mer Anthropoïde, sujet qu'il va développer ce soir. Il n'a fait qu'une introduction, si on peut dire, mais sujet qu'il va développer sur les différentes conférences en question. Alors, ensuite, l'après-midi, il y aura Ulrich Manguin qui vient d'Allemagne, qui le fera en anglais, et qui nous parlera d'un sujet un peu moins connu, mais tout aussi intéressant, qui est le Tatzelwurm, ou le dragon vert des Alpes. Alors, il n'y a pas, c'est un dossier que je connais très mal, et donc, moi, avec vous, je le découvrirai d'une certaine manière, même si j'en connais des primes. Et nous terminerons de nouveau avec Charles Paxton, qui nous parleront des arceaux, des boucles et de la fiabilité de ce type de témoignage dans les observations de grands serpents de mer. Et pourquoi des boucles et des arceaux sont une impossibilité biologique. Donc, il nous expliquera tout ça. Et nous clôturerons vers 16h30, 17h, à moins qu'il y ait encore un ou deux conférenciers qui viennent s'ajouter au programme. C'est tout à fait possible, puisqu'on est, ce sera dans 2 mois, un tout petit peu moins de 2 mois, donc il y a encore possibilité qu'il y ait un ou deux conférenciers, du moins j'essaie de les chasser entre guillemets pour qu'ils viennent s'inscrire comme conférenciers, encore une place ou deux. Et puis si jamais un de nos conférenciers ne peut pas venir à cause de restrictions X, Y, Z, eh bien ce sont des occasions aussi de le remplacer et d'avoir quand même un colloque complet. Nous avons l'habitude d'avoir des problèmes de colloque puisque en 2010 il y a eu ce fameux volcan islandais dont le nom est imprononçable qui a explosé une semaine avant le colloque de cette année-là et la moitié des conférenciers ne sont pas arrivés et nous avons dû improviser pour la moitié du colloque. Alors certains des conférenciers présents ont dit ah oui mais moi j'ai une deuxième conférence que je peux présenter, elle est préparée. Ok, on a présenté la deuxième conférence et finalement tout le public qui était là a été très satisfait du colloque et ils se sont finalement fait une réussite. Et la veille au soir, pourtant la veille au soir le vendredi, on n'était encore pas sûr de qui viendrait vu que les aéroports, souvenez-vous, étaient bloqués. Bon, voilà. Alors, voyons un petit peu. Comment pouvez-vous y participer? Alors, il y a 2 formules que nous avons établies. Une première formule qu'on appelle la formule Bigfoot, pour donner un nom, qui comprend l'ensemble des conférences du samedi après-midi et du dimanche matin, et ainsi que les 3 pauses café, le banquet du samedi soir, qui a 3 services, plus les boissons à table, tout ça compris, en compagnie des conférenciers, des organisateurs et des bénévoles, etc. Et ensuite, pour le dimanche matin, pour le dimanche midi, ils auront aussi droit au buffet froid, aussi avec tous les autres, et quelques bonus que nous verrons tout à l'heure. La formule Loch Ness, ça c'est plutôt pour des gens qui soit habitent Bruxelles, soit veulent tester les colloques, ne sont jamais venus et disent bon, mais je veux voir d'abord ce que c'est cette année-ci, l'année prochaine peut-être que je choisirai la formule Bigfoot, mais cette année-ci je veux voir. Et cette formule comprend donc uniquement l'ensemble des conférences et les 3 pauses café, donc pas les repas et pas tous les bonus. On va voir justement ces bonus. Premier bonus, ce seront les actes du colloque 2021 qui vous seront
de ce colloque auquel vous aurez assisté, qui vous seront envoyés en format PDF dès leur sortie. Alors, j'envisage une version papier par la suite, mais là, pour l'envoi, je vous demanderai un petit peu de participer aux frais d'envoi et d'impression de la formule papier, et c'est d'une valeur de 50 €, donc c'est un beau cadeau quelque part. Alors, le deuxième bonus, c'est la vidéo du colloque, qui est réservée à la formule Bigfoot, à la première formule, qui sera envoyée sitôt qu'elle sera montée, et elle a une valeur de 99 100 € à peu près. Alors, la troisième, c'est notre garantie 100% satisfait. Si dans les 15 jours à l'issue de votre participation à l'événement, vous n'êtes pas satisfait, et malgré tous les efforts que nous aurons déployés pour en faire une réussite, eh bien, vous serez automatiquement reporté à l'année suivante et gratuitement, vous serez inscrit à l'année suivante. Bien sûr, nous tiendrons compte de vos remarques pour essayer de les améliorer. Si c'est dans notre pouvoir, bien sûr. Si c'est pour changer les couleurs de la salle, comme c'est dans un hôtel, j'ai pas gros pouvoir là-dessus pour changer les couleurs de la salle. Mais pour d'autres choses, peut-être. Voilà. Alors, bien sûr, si pour une raison de force majeure, quoique les choses commencent à aller de mieux en mieux du côté Covid notamment, eh bien, l'événement devait être reporté, eh bien, tous ceux qui seront déjà inscrits, eh bien, seront reportés à cette date ultérieure. C'est malheureusement ce qui a eu lieu en 2020, puisque nous aurions dû faire ce colloque-ci en 2020, ces rencontres-ci en 2020, et vous savez comme moi que tout a été arrêté. Ceux qui s'étaient inscrits en 2019 ou au début 2020, eh bien, ils ont été automatiquement reportés cette année-ci, sans modification de prix. Donc voilà, si jamais l'année prochaine je dois augmenter le tarif pour une raison ou une autre, eh bien ceux qui se seront inscrits pour cette session-ci n'auront pas d'augmentation de tarif et bénéficieront donc de cet avantage. Alors, je parle de tarifs, mais vous allez me dire quels sont ces tarifs. Alors, la formule Bigfoot, c'est 495 €, 495 €, qui comprend ce que je vous ai dit, le tout. Voilà, les repas, je rappelle, les conférences, les pauses café et la soirée. J'ai pas parlé de la soirée qui succédera le samedi soir au repas du soir. Alors, cette soirée, en général, c'est un film, c'est un documentaire, c'est une conférence supplémentaire. Quelqu'un vient me dire, écoute, voilà, j'ai une conférence qui est prête ici, elle n'est pas prévue, mais est-ce que je peux la donner ce soir? Bon, ok, tout le monde est d'accord, on la donne le soir. Alors, il y a la formule Loch Ness, qui est la deuxième formule, pour assister uniquement aux 9 conférences, c'est 199 €, 199 €. Alors, vous voyez en dessous l'adresse où vous pouvez vous inscrire, mais vous pouvez aussi le faire dès ce soir, parce que je dois vous dire que nous sommes limités. La salle ne peut recevoir que une centaine de personnes. Et en fait, avec nous, les gens qui vont nous m'aider, etc., eh bien, il n'y a plus que 90 places laissées au public. Et dans ces 90 places, il faut ajouter les gens qui sont déjà inscrits. Donc, pour l'instant, il ne m'en reste plus que 80 environ. Alors, dépêchez-vous parce que donc, vous voyez, il y a 80 places. La semaine passée, j'ai fait une conférence sur Nouréa TV, j'en ai parlé au début, et il y a eu 6000 personnes qui ont assisté, plus la rediffusion sur YouTube. Donc, où le présentateur m'a dit, là, on aurait des chances peut-être d'avoir 20 000 vues. Alors, faites vite les calculs et vous verrez qu'on pourrait être vite rempli. Deuxième difficulté, s'il y a des restrictions telles que il faut 1,50 m entre les participants, etc., ça risque de réduire la salle de moitié encore, donc de réduire de 90, 80 personnes à 40, 50 personnes maximum. Donc voilà, c'est une difficulté. Et comme on dit, premier inscrit, premier servi. Donc dépêchez-vous, j'aimerais pas vous dire, écoutez, non, c'est pas possible, nous sommes complets pour cette année-ci, ce serait quand même dommage. Comme cette année-ci, de toute façon, nous sommes un petit peu tributaires de décisions qui ne nous appartiennent pas. Voilà, je vous conseille quand même de vous dépêcher. Alors, je vous donne ici
la possibilité de vous inscrire. Voilà, vous voyez l'offre ici, l'affiche, avec la possibilité ici directement de cliquer sur le formulaire qui vous permettra de vous inscrire. Remplissez le formulaire, comme ça j'ai vos noms, vos coordonnées, et en même temps, par la suite, vous serez dirigé vers PayPal. Ça, PayPal, c'est plutôt pour les gens qui n'habitent pas l'Europe, parce que ceux qui habitent l'Europe, ben moi je préfère qu'ils me versent directement sur le compte bancaire. Ça évite de payer 4% à PayPal. Je le dis comme ça, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Et donc c'est plus pratique parce que je trouve que bon, PayPal c'est bien, mais ça, ce sont des frais que j'essaye de ne pas avoir si possible. Alors voilà, donc petite remarque, si vous êtes dirigé vers un paiement PayPal, vous voyez en dessous annuler. Dès que vous annulez ceci, annulez donc le paiement PayPal, vous êtes renvoyé vers une autre page qui est une de mes pages où là vous avez le numéro de compte de l'association, le numéro de compte et la façon de payer directement de votre banque, faire un transfert directement de votre banque vers la banque de l'association belge d'études et protection des animaux rares, dont je suis le président et qui est l'organisateur de ce colloque. Voilà. Alors, voyons un petit peu si vous avez des questions à ce sujet-là. Si, Armand, tout à fait, tu dis, au revoir Richard, mais si, tout à fait, tu habites en France, mais c'est pas un problème. Tu pourras de toute façon être là. Il y a aucun problème, ça dépend où. Tu sais, il y a des gens, et ils sont là ce soir, il y a des gens qui habitent Marseille. D'ailleurs, je vais essayer tout à l'heure, dans 2 minutes, de demander justement à quelqu'un qui s'y trouve, ou qui devrait s'y trouver, je le cherche, d'entrer et de vous dire, il vient de Marseille avec son épouse depuis une dizaine d'années et il pourra largement vous expliquer, Jean Palaisie pourra largement vous expliquer. Je vais essayer je l'ai jamais fait. Hein. Je vais l'inviter en tant que présentateur et il va vous dire et vous raconter comment se passe le colloque. Ça vaut mieux que ce soit lui qui parle que moi. Enfin, je vais essayer de le faire entrer. Voilà, voyons un petit peu ce que ça donne. Jean, est-ce que je peux te faire entrer? Oui ou non? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'il est là encore seulement? Voilà, pour l'instant, il n'est pas dans la salle. Est-ce que le système va fonctionner ou pas? Sinon, ce sera la semaine prochaine que je l'introduirai autrement. Alors, Jean, où es-tu? Bon, Jean, il est peut-être parti finalement. Oh, ce serait terrible. Alors, qui est déjà encore venu, qui serait encore là? Je vais voir s'il est là. 2 petites secondes. Jean Palaisie, es-tu encore là? Moi, je ne sais pas s'il est là. Qui m'indique s'il est encore là? Bien s'il est parti. Donc, Armand, il n'y a aucun problème. Tu viens de France, il y a des avions avec Ryanair, il y a des trains. Ah, il ne comprend pas la demande. Ah. Non, c'est pas Jean Roche, c'est Jean Palaisie que je voudrais. Mais Jean, je peux t'inclure aussi puisque tu es venu à plusieurs des colloques. Alors, je termine. Je ne vois plus le chat. Je suis toujours là. Bon, alors, voyons un petit peu comment on fait les choses. Parce que je ne suis pas... Bon, alors, Jean, je t'ai invité en tant que présentateur. Je te réinvite. Alors Armand, oui, écoute, sinon ça dépend d'où tu viens, il y a encore une possibilité peut-être de faire un covoiturage avec des gens qui viendraient de là, ça c'est une possibilité. Bon, Jean, Palaisie, où en es-tu? Aïe. Est-ce que tu entres?
Ah, trouver le bouton pour le chat. Eh bien, écoute, ok. Alors, je sais pas où se trouve, c'est pas le chat, c'est je dois t'avoir en visuel et ou du moins en micro. Alors, dis-moi. Bon, Jean Palaisie, je ne sais pas où tu es. Jean Roche, tu as trouvé le bouton. Essaye un petit peu de voir si tu peux entrer. Je vais essayer de t'inviter. Bon. Bon, je vais encore faire autre chose. Bon, visiblement, ça... Jean Palaisie a rejoint la salle. Ah, quel bonheur. Ok, alors, ça c'est déjà bien. Jean, Oui. oh, c'est formidable. Est-ce que tu m'entends? Parfaitement bien, parfaitement bien. Alors, un instant, j'ai vu mon visage sur l'appareil. Alors, tu vois au-dessus, tu as un petit rond au-dessus, à gauche. Un petit rond à gauche bleu. Ouais. Turn à audio. côté du micro. Le micro, c'est là, je t'entends très bien. Donc, ton micro est en bleu, il est ouvert. Hein, donc là, je t'entends très bien. Parfait. Alors, pour l'image, tu appuies sur le, tu pousses sur le, enfin, tu appuies sur le, tu cliques sur le petit bouton bleu et on devrait te voir. Théoriquement, quelque part. De toute façon, c'est pas grave. Si on ne te voit pas, c'est pas bien grave. Allô? Ouais, on a perdu Jean? Allô? Allô? Ouais, écoute, je ne te vois pas. T'as une caméra ou pas? Mais j'ai une caméra, oui, normalement, oui. Bon, est-ce qu'elle est D'ailleurs, je me suis vu, moi, un moment sur l'écran. Mais moi, je ne t'ai pas vu à aucun moment. Tant pis. Au moment où je me suis vu sur l'écran, il y avait un effet Larsen terrible qui empêchait de parler. Ah bon. Bon, écoute, ça vient pas de chez nous de toute façon, c'est pas grave si on ne te voit pas. Alors, ma question serait, tu as participé à plusieurs colloques, n'est-ce pas? Oui, de nombreux colloques, depuis que je peux venir étant retraité. Avec Joël, qui est ton épouse. Avec Joël. Alors, il faut préciser quand même que j'ai convaincu Joël, qui au départ, je m'intéressais depuis très longtemps à la cryptozoologie, et donc je l'ai convaincue parce qu'au départ, elle pensait que c'était un peu fantaisiste, la cryptozoologie. C'était pas très sérieux. Donc, je l'ai convaincue de venir avec moi lors du premier colloque. Et depuis, elle vient systématiquement avec moi. Elle aurait pu me dire, vas-y toi si ça te plaît, mais moi ça m'intéresse pas. Mais elle vient systématiquement parce que elle a découvert que la cryptozoologie, c'était pas la caricature qu'on en fait parfois dans la presse en disant les cryptozoologues, c'est des farfelus, c'est des gens pas sérieux, etc. Voilà. Non, et je remarque, et vous êtes vachement accrochés. Hein. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous pouvons témoigner du fait qu'effectivement, cette année, étant inscrit pour l'année 2020 et que effectivement ça n'a pas eu lieu, les frais n'ont pas changé, que donc effectivement, voilà. Donc, ce que je promets, je le tiens. Authentique, hein. Voilà, absolument. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la façon dont toi tu le vis, un colloque, en quelques mots Le colloque, ben, ça m'apporte évidemment par les conférences qui sont faites beaucoup de choses très intéressantes, bien entendu. Sur un certain nombre de points, je découvre des choses que je ne connaissais absolument pas. Parfois, ça approfondit des choses sur lesquelles j'avais déjà quelques informations. Globalement, si je reviens tout le temps, c'est que ça m'intéresse, bien entendu. Mais en fait, c'est un peu spécial parce que j'ai découvert la cryptozoologie quasiment adolescent. J'ai maintenant 75 ans. Et en fait, j'ai un peu comme le personnage de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme de Molière. C'est-à-dire, je faisais de la cryptozoologie, je m'y intéressais sans savoir que c'était ça. Parce que j'ai découvert les premières choses, c'était les émissions que Bernard Bellmans a animées au début des années 60 à la télévision française, qui s'appelait Sherlock au zoo. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai encore le souvenir de la découverte de l'hippopotame pygmée du Libéria, oui, et la découverte du pan du Congo, voire le seul parti qui était cryptozoologique, ce qu'il avait appelé l'abominable homme des neiges, qu'il avait nommé Ninanthropoides nivalis.
Donc ça, j'ai encore le souvenir dans ma mémoire. J'ai essayé de retrouver quels étaient les autres épisodes. Je sais quoi, il y a un truc sur le Grand Panda, mais je n'ai pas le souvenir. Et il y avait, je crois, quelque chose aussi sur... Ouais, elles sont peut-être trouvables sur YouTube, c'est possible. Voilà, c'est possible, c'est possible. Alors, donc ensuite, beaucoup plus tard, j'ai retrouvé Bernard Heuvelmans. Alors c'est une anecdote parce que, comme habituellement, la cryptozoologie était classée par les revues scientifiques comme une pseudo-science, une parascience. Ce qui est tout à fait faux d'ailleurs. Voilà, c'est bon. J'étais abonné à l'époque à Science et Vie, c'était en 75. Et donc, je tombe sur la réédition, une critique par la revue, de la réédition de l'ouvrage Le Grand Serpent de mer, l'énigme zoologique et sa solution, par Bernard Heuvelmans. Et connaissant l'humour grinçant des auteurs de Science et Vie, des commentateurs, je m'attendais à une descente en flammes. Or, c'était pas du tout le cas. C'était des éloges dithyrambiques, enfin, un ouvrage sérieux sur ce sujet, etc. Évidemment, je me suis empressé d'acheter le bouquin. Je devais être examinateur du bac cette année-là. Et j'étais pas à Marseille, évidemment, j'étais à l'hôtel. Et je crois que c'est pas ce qu'ont pu comprendre les étudiants que j'ai interrogés, parce que la nuit, je me suis couché 4 heures du matin, j'arrivais pas à lâcher le livre. Voilà. Et donc, après, j'ai acheté tout ce qui existait. Alors, au départ, il y avait des trucs qui n'étaient pas encore édités, j'en ai récupéré. Et puis, donc, en 82, lors de la réédition de Sur la piste des bêtes ignorées, j'ai appris qu'il y avait la Société internationale de cryptozoologie. En 85, j'ai acheté le bouquin de Barlois, Les survivants de l'ombre, qui m'a donné l'adresse de la société en question. Là, j'ai pu rencontrer, parce qu'il travaillait à Marseille à ce moment-là, Paul Leblond, qui était le Canadien, qui était venu spécialiste de... Et qui est décédé malheureusement l'année passée. Voilà. Et alors ensuite, quand il y a eu la BEPAR qui s'est créée, bien entendu, j'ai été peut-être un des premiers adhérents. Tout à fait. Alors, non. Et dis-moi, que penses-tu de l'ambiance générale du colloque? Elle est excellente. Enfin, tous les conférenciers sont accessibles, évidemment. On peut discuter avec eux. On peut parler non seulement pendant la conférence, mais même à table pendant les repas. Donc, c'est vraiment très, 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 très agréable. Puis, on découvre plein de choses que font des gens Benoît, par exemple, qui est belge, là, qui fait des recensements de toutes les espèces. Ah oui, Benoît Lurquin, oui. C'est absolument, il en savait plus que moi sur le nombre d'espèces, donc parce que je m'intéresse aussi qu'en tant au départ prof de maths, je m'intéresse aussi au recensement du nombre d'espèces. D'ailleurs, j'avais envisagé, mais j'ai pas eu le temps, et puis de toute façon, mon état de santé, parce qu'il m'a vu, qui s'est beaucoup détérioré, permet plus de faire ce genre de travail, d'essayer d'appliquer des réflexions statistiques et probabilistes à des questions de cryptozoologie. Alors, par exemple, je m'étais posé la question, il y a une photo qui a été prise au Congo ex-belge, Katanga, en question, d'un très grand python par des pilotes d'hélicoptères qui l'ont photographié au sol, d'accord? C'est une photo dont parle Bernard Heuvelmans dans les derniers dragons d'Afrique. Oui. Et donc, en fonction de l'ouverture, etc., et des considérations de probabilité statistique, je m'étais posé la question, est-ce que mathématiquement, on pourrait déterminer, par rapport au plus grand python de ces bas connu en Afrique, qui fait, je crois, 9,81 m, d'après les données qui ont été recensées, quelle est la probabilité que ce serpent-là était plus grand? D'accord? Et donc, mathématiquement, on fait le calcul et on trouve qu'il y a 94% de chances qu'il soit plus grand. Ouais. C'est 100%. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une petite possibilité qu'il était un petit peu plus petit. Donc, voilà. Donc, mais quand même, 94%, ça commence à faire pas mal. Voilà. Ça commence à faire pas mal. Voilà, donc, je me suis amusé à des calculs comme ça, sur les calculs de probabilité appliqués à des documents. Parce qu'effectivement, les probabilités, à mon avis, puisque la cryptozoologie, c'est interdisciplinaire. Oui. Ça s'appliquerait très, très bien à la cryptozoologie. Tout à fait. Et rappelle-moi ta spécialité. Alors, j'étais prof de maths, j'étais prof de mathématiques et accessoirement d'informatique en fin de ma carrière, parce que l'informatique, c'est plus récent que les maths, dans les classes du niveau universitaire jusqu'à 4 ans après des 4e année d'études universitaires. Donc voilà, c'est la preuve qu'il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent au sujet et que ce n'est pas... Vous aussi étiez une scientifique, bon, il n'y a pas de problème. Joël aussi, je sais, elle était physicienne. Hein, physicienne, oui. Oui, tout à fait. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai signalé, mon fils aîné est professeur de sciences naturelles. Ah ben voilà. La formation continue, il a eu une conférence d'un prof d'université qui leur a parlé
des métissages de sapiens denisovien, Oui. en particulier dans la région du Népal et du Tibet. Oui, oui. Voilà, dans cette région-là, du Xinjiang, en gros. Oui, Il l'Altaï. dit que vu les dates qu'on obtient pour les anciennetés de métissage, il a dit dans la conférence qu'il n'était pas du tout impossible que dans le Haut-Altaï, les témoignages de populations locales qui disent avoir vu des hommes différents, hommes sauvages, etc., soient authentiques. Donc c'est quand même un universitaire qui a dit ça, lors d'une conférence à des enseignants pour leur formation continue. Donc, cette année, en 2020. Hein. Donc vraiment, les esprits commencent à changer même Voilà, dans absolument. les milieux officiels, puisqu'on n'est plus considéré, à tort, comme je l'ai dit, comme une pseudo-science ou une espèce de gens qui sont des rêveurs, qui rêvent, je vais dire, à la licorne, au dragon, des trucs pareils, quoi. Hein. Voilà. Non, mais écoute, je serai très heureux de vous revoir en novembre à OEI, en espérant que tous les obstacles pourront être surmontés et que je ne devrai pas encore remettre l'événement pour une raison X, Y ou Z. Voilà. Bien, donc de toute façon, il n'y a aucun risque de vous y inscrire maintenant puisque rien ne sera perdu. Quelle que soit la situation, rien ne sera perdu en ce qui vous concerne. J'en viens d'en témoigner. Alors, je te remercie pour ce soir. Ce sera vraiment génial. Et merci pour ton intervention aussi. On y est arrivé, c'est le premier que je parviens à faire entrer dans la chambre comme ça, enfin dans la salle de conférence. J'avais jamais tenté de faire le truc par mon système, mais voilà. Je suis très honoré, Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée aussi. Voilà. Et merci. Donc, merci à toi. Donc, voilà l'affaire. Alors, nous verrons la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de voir et d'entendre Jean Roche sur le Yéti. Il est venu à plusieurs colloques aussi et nous lui donnerons la parole pour aussi que de son côté, il nous explique comment il vit les colloques auxquels il participe, lui en tant que conférencier. Mais conférencier, c'est quand même un gars qui est dans le public aussi, hein, donc il peut apprécier cela aussi du point de vue d'un public. Alors, oui, j'allais vous oublier quelque chose. C'est votre cadeau. Vous allez me dire, oui, mais tu m'as promis un cadeau. Et oui, effectivement. Alors, le cadeau, je vais essayer de vous le trouver. Voilà le cadeau en question. Voilà le cadeau en question. J'espère que tout le monde le voit. Moi, je vais éteindre les dossiers, les diapositives. On n'a plus besoin. Donc, vous avez bien noté l'adresse quand même. Donc, https://cryptozoologia.eu/colloque 2021/novembre. Voilà. Donc, avec ça, s'il y a un problème, ben, vous me contactez par email, vous l'avez, je suppose. Donc, vous me contactez par email en disant, j'ai pas pu me connecter parce que ceci, parce que cela, et je vous enverrai de nouveau l'adresse correcte pour accéder au formulaire. Voilà, donc moi, je suis de nouveau là. C'est parfait. Jean est toujours dans la salle, mais il peut la quitter. Donc, il suffit que tu fermes le micro et. Oui, mais je n'ai pas vu le cadeau parce que sur ma. Tu n'as pas encore vu le cadeau. Bien. Alors reste un petit peu parce que normalement j'ai donné le cadeau. Alors où est-il ? Alors, mais il y a un problème, c'est que sur ma partie où se trouvent normalement écrits les messages du chat, c'est tout blanc. C'est-à-dire que on va essayer de voir ce qu'on. Il y a une main. Oui, non. Alors, attends. Normalement, tu sors. Tu sors. peux l'envoyer à un autre moment, c'est pas gênant. C'est pas. Oui, je sais. Alors, l'offre, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux. C'est pas grave. Les dossiers, donc, normalement, il est partagé. Ou il n'est pas encore partagé. Si, il devrait être partagé. Attends. Je vais effacer, partager, en espérant ne pas effacer le cadeau. Voilà. Il est normalement partagé. Dis-moi si tu le vois. Non, absolument pas. C'est toujours pareil.
C'est toujours pas là. Je te dis, sur la partie de l'écran où il y avait autrefois le chat, Ouais. plus du tout, c'est toujours un grand rectangle, mais il est entièrement blanc, si ce n'est que sur la partie gauche, il y a quelque chose qui sont écrites, setting, attendez, chat, etc. Alors je vais voir, taper sur chat. Attends. Là, je vois le chat, ça y est. Alors. Le chat est revenu. Le chat est revenu, donc le dernier, mais je vois absolument aucun endroit où il y a marqué cadeau. Moi, non, il est marqué bestiaire extraordinaire, animaux fabuleux en partage. Moi, il est normalement partagé. Alors, je vais voir si des gens dans le chat l'ont. Rien vu, moi non plus, me dit Armand. Laurent, la découverte d'ossements de Nouvelle-Zélande. Non, ça, c'est autre chose, dans raison à la crypto. Oui. Alors, normalement, il devrait être en partage. En tout cas, moi, je l'ai indiqué. Il est indiqué ici, partage avec un symbole qui me dit, comment on appelle ça? Quelque chose qui coche. Je sais plus le nom en français. Je confirme rien à l'écran. Ah, si, je l'ai, me dit Denis. Merci, à une prochaine. Denis me dit qu'il l'a. Donc, normalement, il y a des gens qui doivent l'avoir. Alors, je ne vois pas. Ah, bon. Parce que Denis me dit qu'il l'a. Donc, Armand aussi, il vient de le recevoir, qui m'a dit. Donc, c'est bon. Je confirme. Alors, Laurent me dit qu'il a toujours rien. Est-ce qu'il serait arrivé sur ma boîte mail? C'est possible, alors. Hein? Non, non, je crois que ça doit être sur l'écran qui devrait être. Non. Enfin, vérifie. Vérifier. Je sais pas si c'est sur la boîte mail ou pas. Bon, parce que ça, j'ai pas le contrôle d'ici si elle arrive sur la boîte mail. Je sais qu'il a été partagé. Est-ce qu'il l'envoie directement sur le mail? Non, je confirme. Si, je l'ai. Affirmatif, je viens de le recevoir, me dit Armand. Donc ça, il me l'a déjà dit tout à l'heure. Donc il y a des gens qui le reçoivent. Donc c'est pas normal qu'il y ait des gens qui ne le reçoivent pas si des gens le reçoivent. Donc voilà. Sinon, ceux qui ne le recevraient pas, qui ne pourraient pas le télécharger, une nouvelle discussion. Merci, me dit Sandrine. Donc, est-ce qu'elle l'a reçu? Je ne sais pas. Elle me dit merci. Donc, c'est bon, me dit Philippe. Donc, il l'a. C'est formidable. Donc, les gens parviennent quand même à l'avoir. Donc, tu devrais l'avoir aussi, Jean. Normalement. D'une façon ou d'une autre, à moins que... Sinon, je te l'enverrai par email, c'est pas le problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Bien. Donc, maintenant, nous allons nous quitter ici, n'est-ce pas? Nous allons nous quitter ici. Nous reverrons lundi prochain, à la même heure, 20h, en espérant qu'il n'y aura pas de problème technique comme on a failli avoir tout à l'heure, puisque leur serveur de leur côté, chez Webinaire Jam, avait sauté, donc était down, comme il dit. Je regarde si c'est arrivé, mais bon. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Non, mais je vois toujours le chat. Alors, attendez. Alors, je vois les phrases du chat, d'accord. Ah, off, peut-être que c'est ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est la publicité pour le colloque du 20 au 21. Ça est tout à fait différent de ce que... Alors, peut-être ça. Alors... Bestiaire extraordinaire, animaux taillés. Et ça, tu l'as sur ton écran à toi ou bien sur l'écran de la salle? Voilà. Mais il y a marqué. Parce que comme tu es conférencier aussi, tu dois avoir la même chose que moi sur la droite. Mais enfin bon. Voilà. Il y a marqué stop sharing quand je clique dessus. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a marqué ça. Alors stop sharing, ça veut dire qu'on arrête de partager. Et alors, donc pour le moment, je l'ai toujours. Donc voilà. Donc voilà, je vais enregistrer. Moi, je vais la voir. Ok. Voilà. Ok. Enregistré. Je crois que je l'ai, c'est bon. Bon, allez, ça me rassure. De toute façon, c'était pas grave, je pouvais te l'envoyer. Non, mais c'est parfait, j'avais vu. Bien. Alors, donc, on se revoit la semaine prochaine à la même heure pour parler. Cette fois-ci, ce sera les alpinistes et le Yeti, ou le Yeti et les alpinistes. Je suis bien curieux de voir ce que Jean va nous raconter là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous avais dit que ça durerait à peu près 1h30. On est à peu près dans les temps. Il est 30. Oui, on est dans les temps, tout à fait. Donc, à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus. Ciao, ciao.